Mesdames, Messieurs l'abbé ou les abbés, je ne sais pas, je voulais apporter un nez rouge aujourd'hui et malheureusement je ne l'ai pas retrouvé dans les déguisements de mes filles. C'était pour vous faire clairement distinguer la réalité de l'exploitation médiatique des choses. Notre ami Escada a été extrêmement aimable de m'inviter, mais peut-être nous sommes-nous mal compris au téléphone. Donc, le sujet qu'on m'a demandé de traiter est Manuel Valls, instrument des lobbies ou la fabrication d'un président. Je crois qu'Alain Escada est un peu en avance. Je crois qu'on va plutôt parler d'un présidentiable, puisque pour le moment, Manuel Valls n'est pas encore installé au Palais de l'Élysée. Donc, je vais essayer de vous expliquer très simplement les choses. La première, donc je vais mettre mon nez rouge, effectivement, donc c'est oui, oui au pays des jouets. Donc vous avez oui, oui dans une petite voiture rouge et jaune, qui est un homme sympathique qui arrange les choses pour un personnage qui est un peu un patapouf qui s'appelle Potiron. Et puis en même temps, il y a un personnage, il y a beaucoup de personnages, hein, mais vous qui avez des enfants, vous avez dû tous voir ces séries ou les livres là-dessus. Vous avez offert des petites voitures à vos enfants pour jouer, sans doute d'ailleurs aux garçons. Et puis vous avez un personnage infiniment qui monte des mauvais coups qui s'appelle Sournois. Donc ça, c'est la réalité qui vous est présentée en réalité dans les grands médias. C'est un personnage formidable qui arrange les choses qui s'appelle Manuel Valls. Puis il y a un patapouf, Monsieur Potiron, qui est évidemment François Hollande. Voilà. Et puis, c'est quand même un pays merveilleux s'il n'y avait pas un personnage sournois qui est évidemment Nicolas Sarkozy, qui monte des mauvais coups. Donc ça, c'est ce que vous lisez dans les journaux, c'est ce que vous regardez à la télévision, et c'est ce que la presse vous raconte. La réalité, c'est tout à fait autre chose. Et c'est quelque chose que je vais essayer de vous faire percevoir. Je ne vais pas vous parler de mon livre. J'ai sévi à l'antenne de Radio Courtoisie. J'ai un site internet sur lequel sont répertoriées toutes mes interventions. J'ai fait un certain nombre de vidéos parce que je crois que c'est important aujourd'hui, puisqu'on est interdit de grands médias d'utiliser Internet pour se faire connaître. Et ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, assez rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, et d'une manière très pratique, c'est comment, depuis le premier tour des élections municipales, vous avez assisté, peut-être sans le percevoir, à un véritable coup d'État. Ce coup d'État est pratiquement réussi aujourd'hui, terminé. Il y a eu 2 coups d'État ces dernières années qui se sont déroulés en Europe. Vous avez eu un coup d'État en Grèce et vous avez eu un coup d'État en Italie. Ces 2 coups d'État ont été imposés par le Fonds monétaire international, ils ont été imposés par la Commission européenne et ils ont été imposés par la Banque centrale européenne, plus un certain nombre de banques rapaces cosmopolites, bien évidemment. Donc on va faire un petit calendrier. Vous avez un premier tour. Le premier tour, c'est les élections municipales. C'était pas il y a longtemps, c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, c'était en mars, si mes souvenirs sont exacts, j'ai pas pris de notes. Vous avez le deuxième tour des élections municipales. Et vous avez quand même, entre le premier et le second tour, il y a eu un phénomène qui s'appelle le phénomène, la vague bleu marine, si on veut, enfin, relative au Front National. Et un mois après, vous avez les élections européennes. Donc tout président normal, puisque M. François Hollande se dit normal, se dit, je vais user au maximum mon Premier ministre, qui s'appelle Jean-Marc Ayrault. Pourquoi ? Parce que dans la Constitution de la Ve République, le Premier ministre sert de fusible entre le président et le peuple qui est en dessous. Ça marche moins bien en ce moment. Mais on pouvait considérer qu'il allait l'user jusqu'à la corde. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il nomme Manuel Valls au lendemain du second tour des élections municipales. Ce qui est une grossière erreur, puisqu'il n'y a pas besoin d'être réfuté, il était évident
qu'on aurait un résultat au moins équivalent à celui des municipales, voire encore plus accentué, on peut dire, par une vague nationale populiste et par un désaveu de ce qu'on appelle la majorité, en réalité, bon, les socialistes, et qui est aujourd'hui une petite minorité. Et pourtant, M. Valls est nommé. On ne change absolument pas le gouvernement. Il y a 2 ou 3 personnes qui changent de place, mais enfin tout ça n'est pas important. Et on nomme M. Valls. M. Valls, vous prenez un certain nombre de... J'ai eu un certain nombre d'informations recoupées, c'est vrai, par certains médias. Les médias ne disent pas toujours, ne parlent pas entièrement faux. Ce qu'il faut, c'est savoir trier le bon grain de livret. Donc dès le début, on se rend compte que François Hollande dit, c'est notamment dans l'Express, et j'ai vérifié, pour une fois c'était exact, on m'y a forcé, j'étais contre. Donc on va se dire qui est on. Je ne vais pas vous en parler tout de suite. Et Manuel Valls propose M. Urvoas, que vous ne connaissez pas, mais il le propose au poste de ministre de l'Intérieur. François Hollande propose à Manuel Valls M. Rebsamen comme ministre de l'Intérieur. Choc entre les deux, on nomme un ectoplasme mou qui s'appelle M. Bon, il y a quand même des gens qui connaissent son nom. Voilà. Regardez la différence de ton et de présence médiatique de M. Cazeneuve par rapport à la présence de M. Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur. On le voyait tous les jours à la télévision, M. Valls. Aujourd'hui, M. Cazeneuve, on le sort de temps en temps pour une inauguration un incendie avec les pompiers, des trucs comme ça, mais bon, c'est un ectoplasme qui ne sait rien. La réalité, c'est que M. Valls, qui aussitôt a été nommé par Le Point le coprésident, contrôle Matignon et la place Beauvau. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs immenses. Dans la foulée, François Hollande, au défi de toute séparation des pouvoirs, renvoie M. Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste, lui trouve un strapontin comme secrétaire d'État aux affaires européennes alors qu'il ne parle aucune langue étrangère, donc ce qui est un véritable discrédit vis-à-vis de nos partenaires européens, et nomme un trotskiste, Jean-Christophe Cambadélis, à la tête du PS. Vous savez tous, comme vous êtes bien formés idéologiquement, que le trotskisme avance toujours à manière d'une taupe, de manière voilée et secrète. Donc, avant même les élections européennes, vous avez un homme qui sort du bois, un autre trotskiste, qui s'appelle Julien Drey. Julien Drey, c'est le poisson pilote de Dominique Strauss-Kahn. Et il dit, il pourrait y avoir une primaire à l'intérieur du Parti socialiste pour désigner qui sera le candidat en 2017. Je pense qu'il y a quand même des problèmes plus importants en France qui se posent, et surtout, il y a quand même une concomitance tout à fait étonnante. Et à ce moment-là, normalement, vous avez le premier secrétaire du Parti socialiste, Cambadélis, qui doit taper sur la table et qui doit dire, non, attendez, il y a un président qui est en place, la tradition veut toujours, et ça s'est toujours vérifié dans la Ve République, mais ça se vérifie aussi dans la plupart des républiques, ou par exemple aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., le président sortant, sauf s'il décide de plus se représenter, est automatiquement désigné par le parti dont il est issu et le désigne pour l'élection présidentielle. Et là, il y a Jean-Christophe Cambadélis, qui a lui-même été nommé par François Hollande, et qui dit non, non, c'est vrai, ça se discute, on pourrait effectivement faire une primaire. Tout ça, ça apparaît dans les médias, vous voyez, c'est des choses qui sortent. Et puis vous avez les élections européennes, où Manuel Valls assure le service minimum. D'ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis aussi. Jean-Christophe Cambadélis ne se déplace même pas, c'est des détails qu'il faut regarder, ne se déplace pas pour le débat des élections européennes, il envoie un Allemand, M. Martin Schulz. Et lui ne participe pas au débat. Et puis vous avez Manuel Valls, lui il fait une chose extrêmement intelligente, il se déplace à Lille. Lille, c'est Martine Aubry. Et à l'occasion de cette réunion, on sort un personnage important, enfin quand même un peu cacochime, qui s'appelle Jacques Delors, qui est présent dans la salle, au premier rang.
Et donc ce qui veut dire que, en fait, c'est la Commission européenne qui donne son aval à Manuel Valls. Parce que Jacques Delors a toujours conservé des contacts extrêmement importants. En même temps, il neutralise Martine Aubry, c'est-à-dire qu'il passe un accord. Si on revient un peu en arrière, parce que moi j'ai un peu de mémoire politique, on se rend compte qu'il y a eu ce qu'on appelle le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, ça a été une rencontre en 2011 où Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn avaient passé un accord. Même s'ils ne se supportaient pas, c'était de non-interventionnisme contre les deux, et plutôt pour essayer de se liguer de manière à ce que l'un des deux se fasse désigner comme candidat à la primaire du Parti socialiste. Il y a un autre élément dont il faut tenir compte, c'est que M. Dominique Strauss-Kahn devrait actuellement être le président de la République. Exactement, si on remonte plus en arrière, M. Dominique Strauss-Kahn aurait dû être maire de Paris. Souvenez-vous, il avait été désigné à la fin des années 80, début des années 90, comme candidat à la mairie de Paris. Donc, son problème, il y a le scandale de la MNEF, il est obligé de démissionner, on essaye de désigner un nouveau candidat, Jacques Lang, qui était maire de Blois à l'époque, et finalement ça ne prend pas avec les militants, et on va chercher un troisième couteau, qui était complètement en dehors du système, qui s'appelle Bertrand Delanoë. Finalement, c'est un candidat de raccro. Puis finalement, il se fait élire. À ce moment-là, on le trouve formidable. Il est réélu par la suite, etc. Il désigne son successeur, etc. Madeleine Hidalgo. Et voilà. Là, on a M. François Hollande, qui est en fait un candidat par raccro. C'est Dominique Strauss-Kahn qui devait être élu. Et tout ce qu'on est en train de vous vendre en ce moment, même si ça correspond à un certain nombre de choses qui sont réelles, on vous vend la chose que François Hollande, c'est un accident de l'histoire, qu'il est incapable de gouverner et qui ne représente pas le vrai socialisme. C'est-à-dire un socialisme intelligent. Moi, je suis désolé, on peut penser ce qu'on veut de François Hollande, mais il est à la fois diplômé d'HEC et de l'ENA. Je pense qu'avec un peu de chance, on peut rentrer à l'ENA par hasard. Je crois qu'à HEC, c'est quand même beaucoup plus difficile, mais réussir à la fois HEC et l'ENA, il faut quand même avoir une certaine capacité intellectuelle. Donc il n'est pas arrivé là quand même par hasard. Donc j'en viens au fait. Élection européenne, Front National, 25%. Qu'est-ce qui se passe? On rentre là dans un cadre plus large que le cadre français, on rentre dans le cadre de l'Europe. L'Europe, c'est l'euro. Donc c'est une politique économique qui est définie à partir de la monnaie. On voit les résultats que ça a donné. Et on voit ce qu'on appelle en France l'État UMPS, qui s'applique au Parlement européen, où 90 à 95% des lois sont votées à l'unanimité. Enfin, sont votées par 90% des députés, qu'ils soient de la fausse droite ou de la fausse gauche. Le désir, quand vous parlez de gouvernement allemand, on vous parle de Mme Angela Merkel qui est au pouvoir. Il y a des socialistes qui sont dans le gouvernement allemand. On ne vous parle jamais des socialistes, mais c'est un gouvernement de coalition d'union nationale. Le souhait de la Commission européenne, dans le cadre fédéraliste, et qui est un gouvernement d'union nationale en France. Ça a été abordé par l'orateur précédent. Un des problèmes, c'est qu'il y a eu la révolution en France et qu'il y a quand même, les gens se classent sur l'axe droite-gauche. Bon. Mais on est rentré dans un système où tout est en train d'éclater, une destruction, un chaos, avec l'apparition d'une force qui n'aurait jamais dû monter, je dirais l'électorat le péniste, qui représente maintenant un quart de l'électorat. Donc là, ça pose des problèmes aux instances européennes. Et il faut absolument pouvoir en sortir. Vous vous retrouvez en France, vous le savez, dans une situation économique et financière catastrophique, avec un chômage très élevé, des institutions qui sont incapables de se réformer, une économie qui atone, un appauvrissement de la classe moyenne, une incapacité de l'État à réduire son déficit public. C'est-à-dire qu'on serre la vis des Français, enfin dans tout cas d'une certaine catégorie de Français, en particulier ceux qui payent des impôts, et dans le même temps, l'État est incapable de se réformer lui-même. Donc, je dirais qu'on va contre le réel, on va percuter dans le mur, et donc on est dans un sablier, on essaye de
surnager dans le sable pour éviter de passer dans le trou. Actuellement, vous avez la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, ce sont eux qui sont importants. Plus je répète un certain nombre de banques internationales qui sont en train d'expliquer au gouvernement français, incapable de se réformer, ils sont en train de leur expliquer qu'ils vont éviter que la note de la France soit encore baissée par les agences de notation. La Commission européenne ne sera pas trop dure pour le déficit de la France, qui a déjà été reporté quand même 3 fois, en leur demandant de revenir aux critères de Maastricht. Je leur dis, c'est ça que vous avez en ce moment. Vous faites ça en échange d'un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que vous excluez d'un côté la moitié des Verts, c'est le travail de Ségolène Royal dans le gouvernement actuel. Ségolène Royal, qui s'occupait d'écologie avant, qui pratique une écologie entre guillemets réaliste, même si ça a peu de choses à voir avec la véritable écologie, est chargée de casser les Verts en deux. C'est-à-dire que les fondamentalistes ou les trotskistes, ils vont être exclus, on va exclure Mélenchon, on va exclure le Parti communiste, on va exclure les derniers restes du trotskisme, plus les listes illuminées qui peuvent exister. Et de l'autre côté, on va exclure le Front National. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle l'État UMPS. Dans ce cadre-là, il va falloir qu'il y ait des ententes. Si vous ne comprenez pas pourquoi M. Jacques Toubon, ancien secrétaire général du RPR, ministre X fois, nullissime ministre de la Culture, puisque c'est quand même lui qui a fait édifier les colonnes de Buren, entre autres, va se retrouver à la demande de François Hollande, défenseur des droits. Je crois que vous n'avez pas suivi le scénario que je suis en train de vous expliquer. Laurent Fabius nomme en pagaille des ambassadeurs qui ont été membres de cabinets ministériels de droite. On vous prépare une nouvelle cohabitation, qu'elle se fasse parce que François Hollande abandonnerait, démissionnerait, parce qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'il jetterait l'éponge, parce qu'il perdrait les élections en 2017, etc., etc. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais ce qu'on vous propose, ce qu'on vous prépare aujourd'hui, c'est un grand couvertement de cohabitation. François Hollande a un handicap, comme je vous l'ai expliqué, c'est quand même un peu un accident de l'histoire, et il ne correspond pas à ce que les instances internationales, européistes, fédéralistes, ou les groupes de pression attendent de lui. Alors, pour la gauche, il y a un homme qui est formidable, c'est Manuel Valls, mon ami des 30 ans qui viennent, et peut-être des 40 ans qui viennent, si je vis très longtemps. Je crois que c'est devenu vraiment mon ami. Et donc Manuel Valls, on vous le présente comme le Matteo Renzi français. C'est bien, ils ont à peu près le même âge, c'est le Premier ministre italien, personne ne sait comment ça se passe en Italie, personne ne sait comment fonctionne le système italien. On le présente. Bientôt, je suis certain qu'on va nous vendre comme le Barack Obama français. C'est-à-dire le oui-oui avec sa petite voiture qui va arranger tous les problèmes. Et puis, il y a un problème, bon, quand même, qui va se poser pour l'UMP. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un candidat acceptable. Donc, vous avez dû voir, je doute du retour de Nicolas Sarkozy. J'ai lu qu'on lui entend, enfin là, je crois qu'il a accumulé un certain nombre de casseroles et de haine qui font qu'il y aura beaucoup de mal à revenir. Il reviendra peut-être, je peux me tromper. Je crois relativement peu à l'émergence de Jean-Pierre Raffarin, que je vois beaucoup mieux placé à la présidence de Sénat s'il y arrive, mais il n'y est pas encore. Peut-être M. Fillon, peut-être M. Juppé. Mais je pense que ça va quand même être difficile, parce que, si vous voulez, vous aviez des discussions à propos du retour en force de Nicolas Sarkozy, que tout le monde persécute, qui ne peut pas s'exprimer, mais qui a quand même les 20 heures de TF1, et qui, vous remarquerez dans son discours, a parlé exclusivement de lui et n'a jamais parlé de la France et des Français. Il a dit seulement on me persécute, j'étais arrêté par la police, j'étais interpellé, je pense qu'il y a quand même plusieurs milliers de manifestants français de la Manif pour tous qui sont pas allés sur TF1 en disant oh là là, on m'a fait lever à 1h du matin, puis on m'a relâché 15 heures après, etc. C'était le lot commun des Français, enfin des vrais Français.
Mais dans les discussions qui ont eu lieu sur les différents plateaux de télévision, dans les radios, tout ce qu'on vous racontait, tout le monde disait, c'était tout à fait étonnant, revenez, c'était il y a 48 heures, tout le monde disait, au second tour, c'est sûr qu'il y a Marine Le Pen, le candidat de gauche, ça sera Manuel Valls. Donc François Hollande, il est mort et enterré, il a été mort et enterré. Les journaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, l'Express, Le Point, Le Figaro, ont choisi quand même les photos de une les plus débiles quand même de celui qui est président des Français, le présenter avachi avec une tête d'abruti, enfin, etc. Et avec des trucs du style 3 ans encore, point d'interrogation, ou la fin de Hollande. Enfin, ce genre de choses, tout est fait pour le décrédibiliser. Dites-vous bien, par exemple, il y a eu le premier sondage qui soit paru pour dire pour qui voteraient les électeurs socialistes dans une primaire socialiste. Il est paru dans quel journal? Il est paru dans Le Figaro. Bon, or, les lecteurs du Figaro ne votent pas socialiste, a priori. Donc je ne vois pas en quoi je vois quelqu'un qui est fin et qui a une moue dubitative. Vous n'avez pas tort, mais quand même, ils ont quand même plutôt tendance à voter UMP. Non, mais je suis dans la salle. Donc, c'est pas du tout pour moi un hasard si ce sondage est sorti dans Le Figaro. Parce que tout ça est manipulé de A à Z. Donc on se débarrasse de François Hollande et on prend un personnage plus acceptable. Alors je ne vais pas vous parler du candidat UMP, je vais quand même vous en dire un mot en 10 secondes, mais c'est une réflexion personnelle. Je vais vous faire hurler, mais ça ne fait rien. Je pense plausiblement que le candidat de l'UMP sera une candidate et sera Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Je vais quand même vous dire pourquoi. Ils ont un très gros problème, c'est qu'ils ont en face d'eux une femme qui s'appelle Marine Le Pen, et c'est une femme. D'ailleurs, c'est ce que son père lui reproche, il aurait préféré avoir un garçon. Donc, il le dit, le principal handicap de ma fille, c'est d'être une fille. Voilà. Donc, Marine Le Pen a réussi, on en a peu parlé, mais une percée auprès des femmes. Jean-Marie Le Pen, quand il avait 3 électeurs, il avait 2 hommes, il avait une femme. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a 2 hommes, quand elle a 4 électeurs, elle a 2 hommes, 2 femmes. Marine Le Pen, du seul fait que ça soit une femme et qu'il n'y ait pas d'autres femmes, je ne sais pas si vous voulez voter pour Marie-Georges Buffet ou Eva Joly, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas que vous ayez envie de voter pour ces gens-là. Donc Marine Le Pen a attiré un certain nombre de gens. Donc il y a aussi une féminisation de la société française. Je vois Alain Scada qui sourit, mais il n'a pas tort, il y a une véritable féminisation. Et donc, il va falloir quand même qu'il y ait un jour qu'il y ait d'autres candidats féminins. Nathalie Kosciusko-Morizet, mais je vous explique, c'est juste mes déductions. C'est de la prospective. Nathalie Kosciusko-Morizet est une parfaite incarnation du socialiste Terra Nova, la boboïste parisienne, la pintade à roulettes, et qui est mariée avec un ancien hiérarque socialiste, membre du Conseil national du Parti socialiste, qui a été maire de commune socialiste, qui a été conseiller général de socialiste, son mari. Nathalie Kosciusko-Morizet assistait en 2002 au congrès du Parti socialiste. On le dit jamais. On la présente comme une vieille gaulliste, au moins chiracienne ou sarkozyste. Non. Mais c'est quelqu'un qui est acceptable dans le cadre d'un gouvernement UMPS. N'oubliez pas, par exemple, à rebours, je reviens à Manuel Valls, que Nicolas Sarkozy lui a proposé quand même 3 fois d'être ministre. C'est pas un secret, c'est Manuel Valls lui-même qui le dit. Donc, on vous sort du trou un personnage qui, rappelons-le, à l'élection, à la primaire du Parti socialiste, s'appelait Monsieur 5%. Il a fait moins de 6%. Ce personnage se retrouve ministre de l'Intérieur et propulsé Premier ministre. Et véritablement coprésident. Je veux dire, voir la personne la plus importante, on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup François Hollande aujourd'hui. C'est un homme qui a disparu de la circulation. On sait qu'il a des problèmes. Je vous en parle parce que ça paraît anecdotique, mais il a des problèmes personnels, de couple. Bon. On avait vu, c'est toujours intéressant, moi je m'intéresse toujours à la psychologie des gens.
Et c'est un homme qui est incapable de choisir. Il est incapable de se marier alors qu'il a eu 4 enfants. Sa femme désire qu'il se marie, il prend une maîtresse. Et lui, il désire que ça dure. Et sa femme, un jour, qui est candidate à la présidence de la République, annonce qu'elle le fout à la porte. Mais attendez, revivez ces histoires. Non, mais c'est une série américaine. Hein. C'est absolument incroyable. Et ça se déroule en France. Et puis ensuite, il se retrouve avec une deuxième personne, il a peut-être eu entre-temps, je ne sais pas, il se retrouve avec une deuxième personne, qui trompe avec une troisième personne. Et qui répudie en direct. Mais il aurait voulu que ça dure. Donc c'est un personnage qui a beaucoup de mal à choisir. C'est ça la réalité des choses. On se rend bien compte qu'il laisse traîner les choses. Gouverner, c'est ne rien faire. Jusqu'au jour où il y a une révolution. Vous voyez. Donc vous avez un personnage qui s'appelle Manuel Valls. Pour plus de renseignements précis, reportez-vous à mon ouvrage. Je crois qu'il en reste 5 exemplaires à l'extérieur pour si des gens veulent que je leur dédicace. Donc Manuel Valls n'a jamais travaillé de sa vie. Il a toujours... Oui, voilà. Il a eu au forceps une licence d'histoire, un point à vers erré en droit, et en fait, il a été permanent politique dès le début. Après, il a été permanent politique, il s'est fait élire conseiller régional. On a déjà oublié, d'ailleurs, il vous explique qu'il a grandi aux Pyramides à Évry. En fait, il a été élu conseiller régional de Paris. Puisque, évidemment, pour ceux qui ont lu ma brochure, mon livre, il habitait dans un endroit sordide, une maison de la ville de Paris, en face de l'île de la Cité. Donc, c'est vrai que c'est le socialisme des pulasseurs, vous voyez, des gens qui vraiment, des corons, etc. Donc il se fait élire à Paris, conseiller régional en 1986. C'est déjà très vieux, il y a des gens ici qui n'étaient pas nés en 86. C'est un vieux routier de la politique. Et en fait, le problème de ce suiveur, toujours protégé par Michel Rocard, il ne faut jamais oublier qu'il est encore ambassadeur pour les terres arctiques et antarctiques. Ça lui assure un bureau, une secrétaire. La femme de Manuel Valls, quand elle a divorcé, est devenue secrétaire de Michel Rocard. C'est des choses comme ça qui permettent d'associer les faits. Donc, comme la fédération était chevènementiste à Paris, il ne pouvait pas avoir une circonscription. Donc il s'est fait basculer dans un département de la couronne parisienne tenu par les rocardiens. C'est pour ça les fils et les tenants, les aboutissants, une carrière politique, ça s'explique. Et puis, c'est un personnage qui a quand même un épisode important dans sa vie. En 2008, il est coopté au groupe de Bilderberg, qui est quand même le deuxième groupe mondialiste. Je dis pas mondialisé, mondialiste, qui défend une idéologie mondialiste, qui regroupe la crème de la crème, quoi, si on veut. En 2008, alors qu'il n'est rien. Il y a, en 50 ans, il doit y avoir 200 Français qui en ont été membres au maximum en 50 ans, quoi. C'est quand même très très peu. De quoi s'interroger, pourquoi je ne peux pas vous donner la réponse, comme il a été coopté. Je ne peux pas vous donner les réponses, puisque c'est des réunions qui sont secrètes et c'est déjà très très difficile pour avoir les listes des membres. Vous avez un personnage qui a été d'un fanatisme pro-palestinien marqué, qui a jumelé sa ville, Évry, avec le plus grand camp de réfugiés palestiniens du monde, qui s'est lui-même rendu dans ce camp palestinien, qui a organisé dans sa commune les plus grandes réunions pro-palestiniennes de France, qui s'appelaient les 8 heures pour la Palestine, etc., etc., etc. J'ai cité, je ne vais pas vous les citer, dans mon livre, dans la biographie, un certain nombre de discours qu'il a tenus, qui sont vraiment des discours aussi outranciers que ceux qu'il prononce aujourd'hui en faveur du sionisme et de l'État d'Israël. Vous avez un personnage qui, à ce moment-là, bascule, change de camp, et se retrouve dans toutes les réunions communautaires, comme orateur, donc invité au dîner de gala du Conseil représentatif des institutions juives de France. D'ailleurs, dans ce cycle, c'est plutôt, il faudrait mettre CRIF, mais le J a disparu. Donc c'est le CRIF. Voilà. Au moins le cran, c'est clair, Conseil représentatif des associations noires. Donc on comprend. Mais CRIF, c'est Conseil représentatif des institutions de France. Mais vous avez... C'est le magicien qui sort le lapin, là. Voilà. Bon, qui ne rate jamais un dîner de gala où il peut être invité, etc.
Ces gens connaissent évidemment son passé pro-palestinien. Je fais un peu de documentation, eux ils ont des professionnels payés à l'année, hein. Ils sont très nombreux. Vous avez quelqu'un qui a évolué, donc c'est quelqu'un qui est malléable. Donc c'est quelqu'un qu'on peut tenir et qui rendra ce qu'on lui a donné, sans doute au centuple. Donc dans le même temps, je ne vais pas vouloir être trop important, je n'ai pas regardé quand j'ai commencé à intervenir, je ne suis pas trop long, monsieur Escada. Donc, je peux vous parler pendant des heures, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, j'ai apporté juste ça, hein, mais bon. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais je vais vous raconter les derniers épisodes. Donc, je vais vous donner 2 éléments qui permettent de cerner les gens. Vous avez dû tous voir qu'en début d'année, il y a eu une vive polémique qui a opposé Manuel Valls à M. Dieudonné Mbala. Parce que ce qui est très drôle, c'est que ces socialistes, avant de l'appeler Dieudonné, voire Dieudo, quand il était candidat anti-Front National contre Marie-France Thirbois-Dreux, par exemple, on l'a oublié. Et alors aujourd'hui, c'est M. Mbala, quoi. Alors que tout le monde connaît Dieudonné, personne ne connaît M. Mbala. Mais aussitôt, comme ils vont l'attaquer, ils lui donnent du monsieur qu'ils ne l'ont jamais donné avant. Vous savez, c'est une espèce de racisme inversé assez pénible de ces donneurs de leçons qui habitent les quais de Seine. Et donc, il y a une polémique qui s'engage, avec quand même quelque chose qui va aboutir à un arrêt absolument sidérant, qui est l'arrêt Bernard Stirn. L'arrêt Bernard Stirn réforme totalement le droit de réunion en France, qui était régi par la loi de, c'est à peu près 1880, c'est comme la volée perçue sur la presse, etc. C'est-à-dire que pour la première fois, le Conseil d'État a décidé, vous savez tous que cette affaire est truquée, le tribunal administratif de Nantes rend un arrêté autorisant Dieudonné à faire son spectacle. Dans l'après-midi, le Conseil d'État est saisi. Essayez de saisir le Conseil d'État en référé, vous verrez ce que ça donne. Hein. Je vois qu'il y a des professeurs de droit qui sont ici et qui comprendront ce que je veux dire. La rédaction d'un arrêt du Conseil d'État est quelque chose de très complexe. Donc en général, ça demande des semaines, voire des mois, voire des années, surtout quand ce sont des énarques socialistes ou UMP qui sont là, en fait, pour faire de la politique à côté. On sait très bien que la Cour des comptes et le Conseil d'État sont des réserves pour futurs hommes politiques qui sont payés à faire de la politique. Et dans l'après-midi, il y a un arrêt de M. Bernard Stirn qui dit que on peut interdire une réunion parce qu'il risque de se tenir des propos qui peuvent être poursuivis au nom des lois liberticides, votées par les ligues de vertu, vous voyez ce que je veux dire, on est obligé de faire du judo avec les mots. Et donc, avant même que ces paroles aient été prononcées, on peut interdire les réunions. La loi qui existait sur les réunions en France, c'est vous tenez votre réunion, il y a quelqu'un, il y a un représentant de ce que j'appelle les renseignements généreux, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle ici, un représentant des renseignements généreux qui note ou qui filme, et si vous dites quelque chose, vous êtes poursuivi, vous êtes condamné. Là, on dit, il risque de se produire quelque chose, et donc on interdit la réunion. Ça veut dire la censure. Alors, je vais quand même vous le montrer. Je sais, ça les énerve énormément. Donc chaque année, depuis, j'ai un infiltré, voire plusieurs, là ça va leur faire peur, à l'intérieur du dîner du Conseil représentatif, et donc je suis le seul en France à publier la liste intégrale des gens qui y participent. Et il y a un ordre de préséance. Donc vous avez François Hollande, liste des personnalités officielles, ils ne peuvent pas faire autrement. Jean-Pierre Biel, Claude Bartolone, après les ministres, Laurent Fabius, Vincent Payon, etc. Et après, premier personnage, Bernard Stirn. Il est mis au pinacle. Je veux bien que ça n'a aucun rapport. Je fais du mauvais esprit. Ça n'a aucun rapport. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Il est placé avant Bertrand Delanoë, avant Harlem Désir, avant Jean-François Copé, avant Jean-Michel Bailey, avant Corinne Lepage, avant Brice Hortefeux, avant Klaus Gauzienne, quand même, qui aurait mérité d'être bien placé, avant Daniel Vaillant, avant etc., etc., etc. Il est passé tout en haut. Donc vous dites, bon, quand même, il y a quelque chose qui est intéressant. Voilà. Vous vous rendez compte que tout ça, je reviens toujours à Manuel Valls a provoqué tout ça, c'est lui qui a saisi le Conseil d'État, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines?
Il y a un épisode absolument extraordinaire. On a vendu aux Américains un des derniers fleurons français qui s'appelle Alstom. Alors qu'il y avait des solutions européennes qui étaient possibles. Donc, vous avez, au même moment, vous avez une nouvelle conseillère économique, une nouvelle directrice de cabinet qui arrive chez François Hollande, qui s'appelle Madame Véronique Bédague-Amilius. Économiste distinguée, spécialiste des fusions-acquisitions, dont le mari est le responsable des affaires européennes d'AXA au Luxembourg. Mais lui-même est luxembourgeois, des affaires européennes, il est luxembourgeois. Dans la foulée, vous avez Jean-Pierre Jouyet, qui s'installe à l'Élysée. Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy. En même temps, meilleur ami de François Hollande. Tous, évidemment, je vous passe les détails, vous reportez au corps du pouvoir, tous membres du siècle. La nomenclature française, 550 personnes qui dirigent la France. Je suis désolé, le livre est épuisé actuellement, pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Vous avez Madame Laurence Boone, qui devient conseiller économique de François Hollande. Travail précédent de Madame Laurence Boone, économiste en chef de Bank of America, Merrill Lynch. Qu'est-ce que Bank of America, Merrill Lynch? C'est la banque conseil de Alstom, dirigée par M. Patrick Cron, qui veut vendre son entreprise à General Electric. Vous avez le patron des participations de l'État, donc qui est partie prenante dans cette affaire, puisque la France est censée racheter, l'État est censé racheter une partie, je vous en parlais après, qui s'appelle M. David Azema. M. David Azema, je vous le dis, j'en suis certain, ça se sait dans les milieux financiers, rentre en septembre chez Merrill Lynch. Je ne sais pas si vous voyez quand même la dégradation quand même, cette immense corruption économique et financière qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Vous avez la finance américaine qui condamne la BNP pour avoir utilisé des dollars dans des transactions financières en dehors du siège des États, enfin en dehors des États-Unis. C'est un peu comme nous, si on poursuivait les États-Unis, s'ils utilisaient des euros pour du commerce avec un pays avec lequel on serait en mauvais termes. Et on obtiendrait la condamnation des banques américaines. Vous vous rendez compte qu'il y a un certain déséquilibre et qu'il n'y a aucune chance que ça se passe. Donc, pour être très clair avec vous, et je vais en finir là, M. Manuel Valls me paraît absolument adéquat pour remplir les conditions minimales pour être candidat à l'élection présidentielle de 2017, conditions qui sont fixées par la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le Fonds monétaire international, les grandes banques internationales et les lobbies qui n'existent pas. Je vous remercie.